Donc, j'en profite pour vous souhaiter tous mes voeux, en souhaitant que cette année soit un peu plus sympa que celle de 2020, même si ça ne commence pas forcément sous de bonnes auspices. Mais on va souhaiter pouvoir en sortir sur cette année. Et dans tous les cas, nous, on gardera la bonne humeur et le sourire. Et vous allez voir, là, vous allez avoir différents intervenants de Data qui vont pouvoir parler aujourd'hui du sujet qui nous intéresse, c'est comment mettre en place un outil de pilotage avec des données disparates ou pourries. On a insisté sur ce terme, pourquoi? Parce qu'on l'entend très régulièrement chez tous nos clients. Et il y en a très peu qui commencent avec des données qui sont nickel ou une organisation, une gouvernance qui est propre. Donc, c'est pour ça qu'on a souhaité le partager sous cet angle-là. Et donc, aujourd'hui, on aura donc encore une heure tous ensemble pour pouvoir parler de ce sujet. Alors, une rapide présentation de l'entreprise, je ferai très rapide là-dessus. Datasulting, simplement pour vous présenter qui on est. Nous, on est un cabinet de conseil spécialisé dans l'analyse, le traitement et la valorisation des données. On est basé à Castelnau-le-Lay depuis quelques mois maintenant, puisqu'on était à Pérols au préalable, donc du côté de Montpellier. Notre métier, c'est de doper la performance des entreprises à l'aide d'une exploitation efficace et innovante de leurs données. Et pour cela, on a développé une approche qui accompagne l'évolution et la maturité data des entreprises au travers de 4 volets, que sont le conseil. Donc, Jérôme pilote cette équipe qui a une vocation de conseil stratégique, mais également d'accompagnement sur des études marketing, des sujets de BI, de réalisation, puisque derrière, on est capable de vous accompagner sur la mise en œuvre, par exemple, d'une suite décisionnelle ou de solutions qui vont consommer de la donnée. On est également là pour vous former, vous aider à monter en compétences sur des sujets qui peuvent toucher au décisionnel. Typiquement, là, on a un représentant de Microsoft, on a mis en place des formations sur Power BI pour les différents types de profils, les data analystes ou les data engineers ou les personnes qui ont besoin de mettre en place les jeux de données. Et puis, bien entendu, on accompagne tous nos clients dans l'exploitation des solutions qu'on met en œuvre pour les aider à maintenir ces solutions et apporter de la performance tout au long de notre accompagnement, en tout cas avec eux. Voilà, j'ai été assez court, mais l'idée du jour, c'est surtout de commencer par le programme. Et Jérôme, je te laisse reprendre la main. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est de mettre en place un outil de pilotage. Alors, on a souhaité aborder ce sujet parce que on a pas mal de nos clients qui ont une activité digitalisée, qui ont des systèmes opérationnels, que ce soit pour produire, pour vendre, pour la relation client. Et toutes les entreprises n'ont pas encore d'outils décisionnels. Donc, qu'est-ce que c'est un outil de pilotage, un outil décisionnel, un outil de business intelligence? C'est un outil qui permet de construire des tableaux de bord et de les partager afin de prendre les bonnes décisions et de mieux piloter l'entreprise. Donc, je vous ai mis tout un ensemble de solutions. C'est des solutions qui, jusqu'à il y a quelques années, étaient réservées aux grosses entreprises. Voilà. Et c'est aujourd'hui quelque chose qui a changé. Et du coup, ça permet à beaucoup d'entreprises de taille plus modeste, qui ne sont pas des entreprises du CAC 40. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent dans cette définition. Vous pouvez maintenant mettre en place des choses, et c'est tout l'objectif de cette session, c'est de vous montrer qu'on peut faire aujourd'hui, dans une entreprise de taille intermédiaire, des choses qui étaient réservées hier aux très grandes entreprises. Alors, à quoi ça sert, un outil de pilotage? Ça sert à construire des indicateurs, des Key Performance Indicators, des KPI, et à les construire de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus automatisée. Donc, éviter qu'il y ait des gens dans différents services, que ce soit des contrôleurs de gestion, que ce soit des planificateurs, que ce soit des analystes marketing, éviter que ces gens passent du temps tous les mois, toutes les semaines, à préparer des rapports, des fichiers Excel avec des macros, des tableaux croisés dynamiques, du filtrage, des choses comme ça. Je pense que ça doit parler à certains d'entre vous. Aujourd'hui, le fait de construire ces tableaux de bord, c'est important pour piloter son entreprise. Je pense que tout le monde en est convaincu. C'est assez consommateur de temps et c'est souvent des gens qualifiés qui passent du temps pour faire des choses qui sont assez répétitives en fait d'un mois sur l'autre. Donc on peut avec des outils décisionnels automatiser ça et l'automatiser plutôt fortement. L'autre intérêt, c'est que ça permet d'avoir un pilotage transversal. Là où aujourd'hui, vous avez très certainement un contrôleur de gestion qui a une très bonne vision sur la comptabilité, les données financières. Vous avez très certainement quelqu'un aux ventes qui pilote très efficacement les ventes.
Mais dès lors que l'on veut analyser pour un client tout simplement tout ce que l'on a facturé, mais également le coût des éventuels litiges ou réclamations que l'on a eus, eh bien, c'est plus compliqué parce que c'est des données qui proviennent d'un certain nombre de systèmes. Et donc, le pilotage transversal, c'est quelque chose qui devient accessible, alors qu'hier, c'était compliqué de le faire en Excel, chacun dans son coin. L'outil de pilotage permet également de déployer des capacités d'analyse parce qu'en ayant dans un même outil des données qui sont transversales à l'entreprise et en ayant la capacité, alors à la fois la traçabilité qui permet de vérifier que les données sur lesquelles on travaille sont fiables, y compris en allant jusqu'au niveau de détail le plus fin, mais également la capacité à descendre à des niveaux qui ne sont pas possibles en Excel. Le tableau Excel, il est limité à un certain nombre de lignes. Et si vous voulez croiser les interventions de vos salariés avec le temps que l'on a facturé, si vous voulez croiser tous les contacts que vous avez eus avec des prospects qui sont venus sur votre site web, avec ce que vous avez payé aux canaux d'acquisition digitaux qui vous ont permis d'acquérir ce trafic sur votre site web, vous avez souvent besoin de revenir à un niveau fin. Et ça, ce n'est pas possible en Excel. Donc, on peut avoir, avec les outils de pilotage, cette capacité d'analyse et du coup être beaucoup plus fin et croiser des données que l'on ne pouvait pas croiser au niveau macro. Et enfin, on peut collaborer, c'est-à-dire partager une même vision des indicateurs, tels que le chiffre d'affaires. Ça peut paraître étonnant, mais on n'a pas toujours la même notion du chiffre d'affaires entre l'équipe en charge des ventes, l'équipe en charge du marketing et l'équipe en charge de la finance. Pour des questions toutes simples de référentiel, de date. Les comptables parlent souvent en date comptable, qui est immuable dans le temps, alors que les ventes parleront plutôt en date de commande, avec du coup des choses qui ne seront pas comptées au même endroit, même si le chiffre d'affaires, c'est censé être le même. Voilà, sachant qu'il y a la notion de facturé et de vendu, il y a le payé versus le facturé. Et puis côté marketing, il y a aussi tout ce que vous avez payé. Et, typiquement, si vous achetez de la publicité pour faire venir du trafic, peut-être que vous payez à la commande, mais en fait, vous avez des commandes annulées, donc vous avez des écarts de chiffre d'affaires entre ce que voit Google et ce que voit votre facturation. Donc voilà, c'est ce collaboratif qui permet de résoudre en partie ces sujets. Alors, ça, c'est très bien. Mais le réflexe, la réaction que l'on a la plupart du temps, c'est que nos interlocuteurs nous disent « Ok, mais ça, c'est réservé aux gros, c'est pas possible chez moi. C'est trop cher, les licences coûtent un prix important et coûtaient par le passé un prix très important. C'est trop long. C'est trop long parce que voilà, chacun a en tête un projet de 1 an, de 2 ans sur ces sujets, en tout cas d'un grand nombre de mois, de plusieurs trimestres. C'est trop risqué parce que du coup, projet long, qui dit projet long dit effet tunnel, dit le risque de ne pas générer de la valeur, d'avoir une déception à terme. Et puis enfin, le dernier levier, c'est le fait que prendre des bonnes décisions, c'est pas comme vendre un nouveau produit, c'est un intérêt indirect. C'est-à-dire que quelle est la valeur d'une bonne décision? Oui, bien sûr, il y en a sûrement une, mais est-ce qu'on peut la chiffrer en euros? C'est quelque chose d'abstrait. Voilà. Et toutes ces choses-là font qu'une partie des entreprises ne mettent pas en place des outils de pilotage, alors même que, vous allez le voir dans les retours d'expérience suivants, les possibilités sont aujourd'hui très importantes de faire des choses très intéressantes et à moindre coût. On avait rajouté en sous-titre avec des données disparates, ça c'était la version politically correct, ou pourrie, et ça c'est la réalité. Alors je voulais juste vous alerter là-dessus. Bien sûr, vos données sont de qualité, elles permettent de piloter votre entreprise. Vous vendez des produits, vous faites du chiffre d'affaires, vous payez vos salariés et la production tourne. Mais néanmoins, quand on creuse, quand on commence à croiser les données interservices et à utiliser des données pour des usages qui sont nouveaux, si on veut croiser ce que l'on paye nos salariés en termes d'heures sup, on paye avec le temps qu'ils ont passé dans les outils de production ou le temps qu'on a passé sur un projet versus ce que l'on avait vendu, et bien on s'aperçoit qu'on a des problèmes et vous aurez des problèmes à partir du moment où on construit cette vision transversale. Et ça aussi, c'est un écueil des projets BI. Et du coup, voilà, on abordera ce sujet des données
comment mettre en place les choses de manière efficace pour que, à très court terme, vous ayez des réponses, de la valeur, sans rentrer dans un projet très compliqué. Alors aujourd'hui, on a choisi de vous faire des retours d'expérience. L'idée, c'est de centrer sur du concret. Voilà. Et on va commencer fort avec Camille, qui va vous parler de comment mettre en place un pilotage décisionnel en 15 jours hommes. Voilà. Votre projet long, c'est 15 jours hommes, et on aura deux autres tours d'expérience par la suite, un petit peu plus longs, ambitieux. Camille, à toi la parole. Allez. Alors, le premier cas, c'est le cas d'un déploiement d'un outil donc, de pilotage en un temps très court, on l'a dit. En un temps très court, c'est-à-dire que donc là, je vous ai mis 1 mois donc, pour automatiser un pilotage, c'est-à-dire qu'entre le moment où le client signe pour la prestation et la livraison finale de l'outil et du rapport, il se passe 1 mois. Alors, le client, dans ce cas-là, c'était une société de service qui place des intérimaires donc, pour des remplacements temporaires. Sa problématique, vraiment, c'est une problématique de temps, c'est-à-dire que chaque année, elle doit produire tout un tas de bilans à destination de ses clients. Donc, des bilans d'activité qui lui prennent énormément de temps à produire et qui sont basés aujourd'hui, il travaille hier, du coup, il travaillait sur un gros fichier Excel très, très volumineux. Et donc, tous ces bilans étaient faits à la main. Donc, on va en reparler. Et il y a une deuxième problématique, c'est que du coup, le pilotage global de l'activité est fait à peu près de la même façon et que donc, ils souhaitent repenser ce pilotage. Leurs attentes, ça va être donc à court terme de déployer des tableaux de bord qui vont être dynamiques et automatisés pour éviter de perdre tout ce temps à la production manuelle de leur bilan. Et à moyen terme, ça va être de pouvoir s'appuyer donc, sur cet outil qu'on aura déployé et qui va être un outil évolutif qui va leur permettre donc d'optimiser le pilotage de façon plus générale de l'activité, d'avoir une analyse plus fine de cette activité et également de partager l'information à la fois en interne ou en externe éventuellement. La solution qui a été déployée par Data Splitting, donc c'est de proposer une prestation qui est appelée Commando Power BI parce que c'est vraiment sur un temps très court de déployer tout cet outil et les tableaux de bord dont ils ont besoin. Alors concrètement, on est passé, donc je vous le disais, avant d'un mode de fonctionnement à partir d'un fichier Excel très lourd. Donc on a deux sources de données à l'origine de la création de ce pilotage d'activité, deux sources de données qui se parlent pas forcément. Donc des données qui vont être extraites dans un énorme fichier donc Excel qui est très lourd à manipuler, qui est sujet à erreur et donc je l'ai dit qui est très chronophage. Aujourd'hui, donc, ils ont accès à une solution qui est ici Power BI, qui va être une plateforme qui va être partagée, dynamique, automatisée, évolutive et surtout qui ne va pas bouleverser le système en place et leur façon de fonctionner et de faire leur métier. D'accord ? Donc, ça va vraiment venir se mettre une couche par-dessus qui va leur permettre de piloter toute leur activité. À savoir que sur ce cas précis, donc, on a travaillé à partir d'indicateurs chez eux qui étaient déjà préexistants, qui étaient déjà identifiés. Donc, ces bilans d'activité, c'est des bilans qui sont assez imposants avec énormément de graphiques, énormément d'indicateurs. Donc, l'idée ici, c'était vraiment donc, déployer l'outil et de reconstruire ces rapports tels qu'ils peuvent les connaître issus du fichier Excel, mais donc les reconstruire sur l'outil avec les indicateurs qu'ils connaissent, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir prendre en main un outil qui ne va pas les déstabiliser puisqu'ils vont vraiment retrouver tous les indicateurs auxquels ils sont habitués et tous les graphiques qu'ils connaissent, mais du coup, ils vont pouvoir ils vont être générés automatiquement et automatisés. Ah oui, il y avait un autre problème aussi majeur, c'est que la personne qui est à l'origine du fichier Excel volumineux a quitté l'entreprise et donc il faut retrouver aussi, comprendre toute une logique préexistante, ce qui ne sera plus un problème avec l'outil qui a été déployé. Alors concrètement, sur le planning, comment ça se déroule sur ces 4 semaines de prestations? C'est une démarche qui va s'articuler en 4 ateliers, donc que je vais vous détailler. Alors les ateliers ici sont représentés par les petits triangles rouges. Donc préalablement au premier atelier, on va avoir nous accès à différents éléments qui vont nous permettre de préparer ce premier atelier,
c'est-à-dire ce fameux fichier Excel de travail très volumineux, des exemples de bilan qu'ils souhaitent produire et des extracts des données avec lesquels on va travailler. À partir de ces éléments-là, nous, on va s'imprégner du contexte de leur métier. On va pouvoir créer un modèle de données, enfin un modèle conceptuel. On va lister l'ensemble des indicateurs dont ils vont avoir besoin et qu'on va devoir reproduire dans l'outil. Et au cours donc, de ce premier atelier, on va valider notre compréhension du métier. On va leur présenter donc, ce que nous, on a compris et ce qu'on a tiré des éléments qu'ils nous ont fournis. Et on va définir les modalités d'extraction des données et initialiser aussi l'infrastructure. Donc ça, ce sera le premier atelier qui est vraiment un atelier de cadrage. Entre donc ce premier atelier et le deuxième atelier, on va pouvoir commencer à extraire les données, les préparer, donc préparer les données et commencer également à préparer le reporting. Au cours donc, du deuxième atelier, c'est un atelier d'avancement. On va présenter donc l'avancement de notre travail, à savoir que déjà, donc on est en semaine 3, déjà à cet atelier-là, ils vont pouvoir avoir accès à l'outil et suite à l'atelier, ils vont pouvoir continuer à donc, accéder au reporting et le tester, jouer avec, s'en imprégner. D'accord ? Donc on leur livre déjà une version quasiment finalisée de ce qu'on leur livrera au final. Donc ça, c'est pour le deuxième atelier. Donc là, on va vraiment échanger sur l'état d'avancement, si pour eux, c'est conforme à ce qu'ils attendaient, et nous poser nos questions. S'il y a des choses qui sont bloquantes pour nous, on va pouvoir lever certains mystères. Entre la semaine, donc entre le deuxième et le troisième atelier, donc là, on va finaliser vraiment le reporting, finaliser le travail et dernière semaine, donc semaine 4, une semaine après, leur livrer donc l'outil et le rapport final qu'ils vont pouvoir utiliser et donc faire évoluer eux selon leurs besoins. Le dernier atelier, il consiste en une demi-journée ou une journée de formation. Alors là, ça va vraiment dépendre des besoins. Où là, c'est vraiment de la formation des équipes qui vont avoir accès aux outils pour vraiment leur apprendre à appréhender l'outil, s'en servir et ensuite pouvoir le déployer et le faire évoluer. Oui, je vais juste commenter certains éléments. Oui. Voilà, ce que l'on souhaitait démontrer avec ce cas, et on sera heureux de vous donner plus de détails ou plus de réponses, ce que l'on souhaitait démontrer, c'est que oui, c'est possible de mettre en place un système décisionnel à partir de zéro en 1 mois de temps et 15 jours hommes de charge. Alors, bien sûr, il y a des contraintes. Il faut que le périmètre soit extrêmement bien défini pour qu'on puisse avancer très vite. On s'appuie sur une infrastructure qui est disponible en un clic. On a des standards pour mettre en œuvre cette infrastructure et ce type de solution de reporting, ce qui permet d'avancer très vite. Du coup, c'est un système très, très léger qui est mis en place, qui pour autant donne satisfaction parce que à la fois ils ont leur outil de pilotage et puis ils ont également gagné beaucoup de temps. Il y a un autre aspect qui transparaît, il y a 2 autres aspects qui transparaissent moins dans cette présentation, c'est que grâce à cet outil, ils se sont aperçus d'un certain nombre d'anomalies dans les données. Et ça, alors c'est un petit peu perturbant pour nous pendant la démarche projet parce que on essaye d'automatiser un fichier Excel et puis on n'a pas les mêmes données à la fin, enfin les mêmes indicateurs. Mais en général, voilà, c'est plutôt que ça permet de fiabiliser des données qui étaient faites. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dans l'entreprise des fichiers Excel très compliqués de pilotage qui sont faits par des gens qui sont éventuellement déjà partis. On rencontre ça assez souvent et effectivement, ça pose plein de problèmes de fiabilité, de qualité des données et en plus, ça ne permet pas d'améliorer la qualité. Voilà. Dans ce type de projet, on peut avancer vite. Il nous faut un cadrage très précis en termes de périmètre pour qu'on puisse foncer. Par contre, ayez en tête que ça va soulever des problèmes de qualité des données que l'outil permettra d'identifier plus facilement, mais qu'il faudra quand même résoudre. Voilà, donc il y a des étapes successives. Et le deuxième élément que je voulais mettre en évidence, c'est qu'on fait le maximum, là, sur ce type de mission, l'objectif, c'est de réaliser le livrable qui répond aux besoins le plus rapidement possible.
On a une petite phase de transfert de compétences, mais par contre, le client, en 15 jours hommes, le client ne peut pas s'approprier 100% de la technologie. Donc, il a quelque chose qui répond aux besoins, qui permet de gagner du temps. Ça, c'est très adapté au sujet d'urgence. Par contre, après, il y a un enjeu de formation pour ce client sur ce type de technologie. Donc voilà, c'est très pratique, on peut avancer très vite, on a des résultats. C'est très adapté à une infrastructure légère, mais il reste ce sujet de qualité des données qui prend plus longtemps et qui est traité par le client, et le sujet de formation qui peut être traité dans un second temps et qui est important également. Voilà. Merci, Pierre, je te Jérôme. donne la main. Donc, on va voir ce qu'on peut faire maintenant en ayant un peu plus de temps ici sur une mission de 3 mois. Donc, le client, c'est toujours un distributeur de services sur Internet. Et les problèmes, il y en a 4 majeurs. Le premier, c'est que le budget marketing d'acquisition est important, mais il n'y a pratiquement aucune optimisation. Le second, c'est que les données clients marketing sont très, très, très peu structurées. Les clients, par exemple, sont répartis dans 4 bases avec des structures qui sont très différentes, voire totalement différentes, dans 2 lieux géographiques différents, avec plus de 10 tables, avec la présence de doublons, une absence de convention de nommage, tout ça, enfin, ce que les gens connaissent un peu. On a, dans un troisième temps, un pilotage qui est très, très chronophage. Là, on parle presque de plusieurs jours hommes pour des dashboards, et avec très souvent une fiabilité qui est aléatoire. Et le quatrième point, c'est que le pilotage, sur certains points, il est à vue. Il n'y a pas de pilotage, en fait, presque. Donc, on a une absence de capacité d'analyse, notamment sur des questions qui sont des fois relativement simples du PDG. On ne peut pas apporter de réponse. Les attentes, elles étaient multiples. Dans un premier temps, c'était de répondre à un ensemble de questions très, très axées métier afin d'optimiser le budget de l'acquisition jusqu'à la conversion. Puis, dans un second temps, l'objectif, c'était quand même de stabiliser et de pérenniser la structure de la donnée, mais ça, c'était un peu plus tard. La solution, en fait, c'est plusieurs études, et on va rentrer un peu plus dans le détail tout de suite. Alors, la mise en œuvre, en fait, elle s'est faite en plusieurs temps, donc en 4 temps. Dans un premier temps, on y allait vraiment, on a mis les mains dans le cambouis. On a soulevé le capot et on a vu que ce n'était pas très propre à l'intérieur. Donc, on a analysé en fait des touchpoints, des points de contact d'une seule filiale, parce qu'en fait, il y a beaucoup de filiales, afin de sortir un dashboard. Alors, on a fait de nombreux allers-retours, on a ajusté, on a eu de nombreuses réunions qui ont permis en fait de sortir un MVP. Et donc, en fait, on allait partir sur ce MVP pour après aller le propager. Justement, dans un second temps, on a propagé ce tableau à l'ensemble des filiales. Ça a permis notamment de normaliser et surtout rationaliser les différents concepts entre chaque filiale. Pour faire simple, en fait, on a créé un langage commun à toutes les filiales, ce qui fait que tel objet avait tel nom, etc. Dans un troisième temps, on a commencé à créer de la donnée à partir de la donnée. En gros, les touchpoints d'un client unique, ils sont regroupés entre eux suivant des règles. Par exemple, il faut que 2 touchpoints aient moins de 90 jours d'écart. Et en fait, ça a permis de créer un objet opportunité qui représente une opportunité commerciale. Tu peux peut-être préciser ce que c'est qu'un touchpoint, hein. C'est un point de contact avec un client, et typiquement, c'est un client qui arrive sur le site web. D'une manière générale, suite à l'investissement du client dans un canal d'acquisition, du Google ou autre régie publicitaire digitale, voilà, qui fait venir un client. Et l'arrivée d'un client sur le site, c'est ça qui est appelé un touchpoint. Et Pierre, je te rends la parole. C'est un point de contact, en fait. Si on doit vraiment parler marketing, c'est le point de contact. Donc, en gros, une personne peut nous contacter plusieurs fois, donc il peut avoir plusieurs touchpoints, mais ça représente quand même une seule et même opportunité commerciale. Et enfin, dans un quatrième temps, une fois qu'on a ces opportunités, donc ces groupes de touchpoints, on a pu réellement mesurer la rentabilité des canaux via l'opportunité et non plus le touchpoint. Il est quand même important de noter que tout au long de la mise en œuvre, les données ont été corrigées, c'est-à-dire qu'à chaque étape, il y a eu des corrections sur les données, il y a eu des modifications, il y a eu du cleaning de données, parce que les données n'étaient pas super propres, avec notamment différentes façons d'écrire la date de naissance, enfin, ce genre de choses qui sont assez classiques. Et donc, à chaque fois qu'on commençait un nouvel item, on reprenait le cleaning. Donc maintenant, la chose
la plus intéressante, c'est vraiment quels sont les bénéfices en fait pour l'entreprise. Alors, les bénéfices pour l'entreprise, il y en a 3 qui sont relativement classiques, que sont le gain de temps, le gain d'information et le gain d'argent. Alors, ça fait un peu facile de dire ça, mais maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail pour savoir comment réellement on gagne du temps en faisant ça. Donc, le gain de temps, il y avait un petit souci sur l'automatisation d'export. Jusque-là, lorsqu'on avait besoin d'informations, il fallait exporter une ou plusieurs tables de une ou plusieurs bases de données. Le principal obstacle à ça, c'est que c'était du SQL et la majorité des acteurs qui manipulaient la data ne connaissaient pas le langage SQL. Donc maintenant, nous, ce qu'on a mis en place, on a mis en place un outil qui permettait de centraliser toutes les données et de les rendre accessibles via un utilitaire et qui permettait en fait de filtrer directement ce dont on avait besoin pour un export. Justement, par rapport à ça, le dashboard a été automatisé parce que jusque-là, les dashboards qui étaient considérés comme vitaux, donc tout ce qui est l'évolution des ventes, le chiffre d'affaires, etc., ça utilisait des exports. Cela entraînait quand même une très très forte lenteur et une perte de temps en fait sèche. Par exemple, il fallait qu'un employé, tous les jours, exporte la base, puis la connecte au dashboard existant, puis vérifie que tout fonctionne bien. Alors, c'est une source d'erreur conséquente parce que l'humain est faillible, donc on avait des mauvais exports, on avait des fausses manips, on avait plein de problèmes. Donc maintenant, le dashboard est automatique, ce qui fait en fait économiser pas mal de temps et réduit le risque d'erreur. À titre d'exemple, actuellement, on a fait économiser 4 jours hommes par mois, juste avec une automatisation. Dans un troisième temps, on a des choix stratégiques à la volée. Cette automatisation permet en fait aux différents décideurs de prendre des décisions data-driven à la volée sans forcément passer par des gros dashboards. Par exemple, lorsqu'une campagne AdWords sous-performe, les décideurs peuvent s'en rendre compte assez rapidement et l'améliorer. Dans un second temps, on a un gain d'information et ça, en fait, c'est possible si et seulement si on a une donnée propre. Par rapport à ça, comme je vous ai déjà expliqué, on a groupé les points de contact. Jusque-là, en fait, l'attribution du chiffre d'affaires, il était sur le dernier point de contact et il y avait un réel besoin que le chiffre d'affaires soit attribué sur le premier point de contact. Le problème, c'est comment définir quel est le premier point de contact. Justement, c'est là où l'opportunité est entrée en jeu. En gros, il était important de retracer l'essentiel des points de contact et de les regrouper dans le temps en une opportunité commerciale. Par rapport à ça, on s'est dit qu'on allait faire un peu d'open data parce que ça rajoute de la donnée en plus. Donc, on a fait une répartition genrée, une répartition géographique. C'est d'ailleurs un des bénéfices d'avoir une donnée relativement propre, c'est qu'on peut l'enrichir. Ici, on a utilisé une open data qui est disponible sur data.gouv pour obtenir de la donnée supplémentaire. Et l'effet direct, en fait, c'est que le client pensait que la majorité de ses clients étaient masculins. Donc, il avait pris quelques décisions stratégiques par rapport à ça. Mais en réalité, en fait, 80% de ses clients sont des femmes. Donc, derrière, en fait, ça a engendré des modifications stratégiques assez conséquentes. Dans un troisième temps, on a forcément un gain d'argent. Le gain d'argent, en fait, sans la dichotomie point de contact opportunité, on ne peut pas avoir de réel taux de transformation. Donc, il était en fait impossible d'identifier précisément les canaux qui sous-performent. Par exemple, l'exemple le plus concret, c'est que le client pensait qu'un prestataire était super performant parce qu'il envoyait plein de touchpoints et parce qu'il avait un bon taux de conversion. Cependant, après nettoyage des bases, et une fois qu'on a rationalisé et qu'on a un peu fouillé plus en détail et que les opportunités sont apparues, on s'est rendu compte de plusieurs choses. Déjà, on connaissait déjà 40% des leads que ce prestataire envoyait. Donc déjà, c'est un peu problématique. Ensuite, le prestataire, il concurrençait le client sur AdWords, ce qui fait que ça entraîne une hausse du coût du lead. Et au final, on a aussi remarqué qu'on avait de nombreux bots, c'est-à-dire qu'il y avait certaines opportunités qui avaient plus de 200 ou 300 touchpoints à des heures régulières, de jour comme de nuit, pendant des mois. Donc derrière, là aussi, le client a pris des décisions. Je vais juste revenir sur les quelques enseignements de cette mission. Alors naturellement, en étudiant les données, on trouve des choses et on peut prendre des meilleures décisions. Donc ça, c'était pour illustrer
la valeur des décisions informées. Voilà, là, c'est des montants assez significatifs parce que le client dépensait beaucoup d'argent sur des budgets marketing. Et effectivement, il avait pas rien pour piloter, hein, parce que les montants, enfin, les investissements étaient importants, mais c'était beaucoup des outils proposés par les prestataires de services, hein, les Google Analytics, Google AdWords. Donc, quand votre fournisseur vous aide à piloter la dépense que vous avez chez lui, voilà, c'est jamais optimal. Donc ça, c'était un premier point. Ça a permis du coup de prendre les bonnes décisions, de faire la clarté sur certaines choses et en croisant des données qui existaient dans l'entreprise mais qui n'étaient pas accessibles, de créer de la valeur. Le deuxième point qui est important, c'est que ça a permis de donner accès aux gens aux données et aux données qualifiées, parce que vous l'avez compris, les données provenaient de différentes sources, n'étaient pas homogènes, et puis il y avait des enjeux d'identification unique des clients. Et en fait, on peut mettre en place des outils qui pré-traitent toutes ces choses-là, qui mettent les données en relation et qui rendent les données disponibles une fois traitées. Et ça, c'est un vecteur qui va éviter que plein de personnes dans l'organisation soient amenés à développer dans leur propre fichier Excel le retraitement des données, parce que finalement, tout le monde est obligé de consolider les données qui proviennent des 3 bases à cause de la filiale qui a été rachetée, et de prendre en compte le fait que les noms, prénoms sont redondants pour X ou Y raison. Et ces retraitements, ils sont faits à plusieurs endroits dans l'entreprise. Et le fait de centraliser ces retraitements et de remettre les données une fois traitées à disposition, ça permet à beaucoup d'acteurs de gagner du temps tout en gardant la flexibilité, c'est-à-dire que dans différentes parties de l'organisation, les gens peuvent garder leur autonomie pour faire leurs analyses, mais éviter de perdre du temps sur des tâches répétitives qui sont en plus démultipliées dans l'entreprise au sein des différents services. Voilà. Et puis la partie automatisation, hein, qui fait gagner du temps. Et enfin, on peut, et ça c'était une des spécificités de cette mission, on peut à la fois apporter des réponses à très court terme à des questions que vous avez qui vous permettent d'optimiser ici des investissements, tout en construisant un outil pérenne, un outil durable qui survivra à la mission. Oui, suite à notre intervention, le client aura des réponses sur un certain nombre de sujets, et surtout, il pourra continuer à piloter avec les bonnes pratiques et il pourra bénéficier de ce que l'on a mis en œuvre, qui a amené notamment à optimiser la qualité des données, parce que, encore une fois, on s'est aperçu que les données n'avaient pas le niveau de qualité optimal pour permettre ce type d'analyse. Et donc, ça a amené le client à prendre des actions pour optimiser les données dans ses systèmes. Voilà, donc ça permet d'améliorer la qualité des données. Et le deuxième élément, c'est le langage commun que Pierre a évoqué. C'est quelque chose qui est souvent nécessaire. L'idée, c'est de permettre à plusieurs services distincts, à plusieurs systèmes d'information, plusieurs équipes, d'avoir la même définition. Alors, un produit, une facture, ça, c'est des choses qui sont assez classiques. Mais dans le domaine du marketing, quand on parle d'une opportunité, quand on parle d'un point de contact, d'un client, d'un prospect froid, d'un prospect chaud, d'un suspect, enfin, on a un certain nombre de concepts de base. Et si on veut pouvoir piloter l'entreprise de manière transversale, en commun avec les autres équipes, avancer tous dans la même direction, on a besoin de stabiliser un certain langage avec des définitions qui sont propres à votre entreprise et qui sont la base d'un reporting transversal et qui puisse parler à plus qu'une équipe. Voilà. Donc, merci Pierre pour cette présentation. Et je vais vous présenter un troisième cas d'usage. Donc là, on est dans un système qui est plus important, qui est plus industrialisé. On n'a pas construit en 15 jours hommes ou au fil d'une mission d'études un tableau de bord qui va survivre. Là, on parle d'un système de pilotage de la masse salariale et d'études en fait, de la masse salariale et de la gestion des temps et activités, tout ce qui est absence, tout ce qui est heures supplémentaires, utilisation du compte épargne-temps, ce genre de choses. C'est dans une entreprise qui a un peu plus de 1000 personnes, qui a notamment un call center, d'où l'illustration. Et aujourd'hui, alors,
naturellement, hein, ils ont un pilotage. Une entreprise de 1000 personnes pilote ses ressources humaines. Mais il y a une spécificité sur les ressources humaines, au même titre qu'on a choisi le sujet marketing là, pour Pierre, parce qu'il est très spécifique en termes de qualité des données et en termes de retour sur investissement pour les bonnes décisions. Là, on a pris le sujet RH parce que les données RH, c'est des données qui sont sensibles. Et certaines entreprises ont des inquiétudes quant au fait de confier à leur informatique la gestion des bases de données qui hébergent notamment les salaires ou des informations sur les maladies professionnelles des salariés. Et en l'occurrence, beaucoup d'entreprises s'appuient sur des logiciels de ressources humaines qui sont externalisés et externalisent la paye auprès d'applications, enfin de services qui sont disponibles sur Internet. Alors ça, c'est très bien pour la paye, mais par contre, les systèmes de paye, s'ils permettent de piloter la paye, de contrôler la paye, ils ne sont pas faits pour piloter la masse salariale. Et du coup, ces services RH ont des difficultés à construire un reporting, et y compris dans des très grosses entreprises, à suivre une vision de leurs effectifs, de leur masse salariale, croisée avec les absences, avec les accidents du travail, et puis déclinée de manière fluide selon les différentes strates de l'organisation. C'est quelque chose qui est important parce que l'humain, c'est la force de travail, et pour autant, dans beaucoup d'entreprises, ça repose sur des extractions manuelles faites depuis le système de paye, sachant qu'on ne peut pas extraire toute la paye, c'est beaucoup trop volumineux, donc c'est des extractions partielles, qui sont après retraitées dans des fichiers Excel. Et là, pareil, on arrive sur des fichiers Excel qui sont à la fois très importants, très complexes en termes de retraitement. Et dans l'entreprise qui nous intéresse, on avait une personne qui était occupée à peu près la moitié du mois, tous les mois, à exécuter une procédure manuelle qui était documentée dans un document de procédure qui contenait en tout un petit peu plus de 500 actions manuelles. Donc là, on parle de extraire un fichier, le renommer, le charger dans un fichier avec une macro, lancer la macro, renommer une colonne, étendre une formule, faire un copier-coller, actualiser le tableau croisé dynamique, pendant 15 jours par mois, enfin pendant la moitié du mois, donc 2 semaines pleines par mois. C'est un travail qui est à la fois fastidieux, qui génère des erreurs et qui n'est pas très motivant non plus pour des gens dont le métier était l'analyse et le pilotage de la masse salariale. Le fait d'étudier les impacts des augmentations ou de préparer des négociations salariales, des négociations avec les institutions représentatives du personnel. Vous comprenez bien la difficulté de ce type d'organisation. Alors, qu'est-ce que l'on a fait pour eux? Donc, avant, voilà, vous aviez, ça c'est une des procédures de traitement avec toutes les actions à réaliser. Là, il y avait 42 pages et sur chaque page, là, il va y avoir quelque chose comme 5 à 8 actions à réaliser. Et des procédures comme ça, il y en a fait plusieurs. Et du coup, ça générait des problèmes en termes de fiabilité des données, en termes de maîtrise de ce qui est fait, parce que ça avait été documenté par des gens qui avaient quitté. On comprend bien pourquoi la personne avait quitté. Ça entravait la capacité d'analyse, déjà parce que la personne passait la moitié de son temps à consolider des données. Et puis voilà, la productivité et l'intérêt du travail s'en ressentaient. Et ce qu'on leur a proposé, c'est un système décisionnel complet dans le sens où il n'y a pas que la brique de visualisation. Là, on a eu besoin, pour des questions de pré-traitement des données, de mettre en place une base de données, un entrepôt de données, qui a pour vocation de centraliser les données en provenance de différents systèmes. En l'occurrence, il y en avait 2, un qui gérait la paye et un qui gérait les temps et activités, tout ce qui est absence, RTT, heures sup et compagnie. Et on va chercher les données issues de ces systèmes qui sont, pour l'un des 2, connectés sur Internet et pour l'autre hébergés dans l'entreprise. On centralise ces données dans cet entrepôt de données, après les avoir nettoyées, après les avoir mises en forme pour avoir ce vocabulaire commun et avoir des données les plus propres possibles. Ça facilite fortement les analyses. Et ça, on le fait dans une base de données qui est sur le cloud. Donc ça, c'est pratique parce qu'il n'y a pas d'infrastructure à manager. C'est fourni as a service. Alors, naturellement, c'est sécurisé avec
des niveaux de protection relativement importants. La base n'est pas accessible, sauf via un certain nombre d'éléments que je ne vais pas vous détailler ici naturellement. En tout cas, on a toutes les bonnes pratiques sur ces sujets qui sont mises en œuvre. On sait aujourd'hui faire des choses extrêmement sécurisées sur le cloud. Et c'est une base de données qui ne coûte que quand on s'en sert. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant en termes de coût, parce que pour ces traitements décisionnels, en fait, on s'en sert quelques minutes par jour. Pourquoi? On importe toutes les données pour actualiser toutes les infos nécessaires. Alors déjà, on n'importe pas la paye, parce que la paye, on l'importe qu'une fois par mois. Mais toutes les données, les évolutions du contrat de travail, les données d'activité, on les importe une fois par jour. On exécute le traitement et après, on ne se sert plus de la base. Pourquoi? Parce que les données sont renvoyées vers l'application décisionnelle, qui, elle, est payée non pas lorsqu'elle est en ligne, mais elle est payée, même pas lorsqu'elle est utilisée, même pas lorsqu'on utilise de la puissance de calcul, elle est payée juste à l'utilisateur. Et du coup, là, il y a une quinzaine d'utilisateurs qui utilisent cette plateforme de pilotage des ressources humaines. Demain, il y en aura un petit peu plus parce que ça va être étendu aux directeurs des différentes directions de métier, qui auront enfin la visibilité, ce qu'ils ne pouvaient pas avoir autrement que par un export d'un fichier Excel qui était imprimé en PDF à leur attention par le passé. Voilà, donc ils auront tous ces éléments et ça va permettre à la fois d'automatiser, de dégager du temps, de donner de la visibilité à différents niveaux de détail, de redonner de la capacité d'analyse parce que la personne en charge des études pourra croiser des données typiquement de temps et d'activité déclarées, de badgeage, versus des données de paye, chose qui n'était pas envisageable par le passé parce que tout simplement la taille des données de paye dépassait très largement ce que Excel pouvait gérer. Voilà, donc capacité d'analyse, autonomie dans l'analyse, fiabilité des données, parce que traitement automatisé, traçable, et puis beaucoup d'autonomie et du collaboratif. Donc voilà ce que l'on a pu mettre en œuvre. Gaël, tu peux avancer. Et comment on le fait? Alors ça se fait en 4 à 5 mois. C'est un projet de système d'information, alors qui est fait de manière agile, parce que l'agile permet d'itérer avec le métier et notamment de construire des rapports sur des données qui ne sont pas toutes maîtrisées. Comme je vous l'ai expliqué, le client travaillait sur une sous-partie des données. Et puis ça permet de construire ce langage commun au fur et à mesure et de traiter des cas d'incohérence ou des regroupements de données pour donner une vision métier exploitable de données qui peuvent être à un niveau de détail un peu trop important. Donc on a une phase de réalisation en mode agile, une phase d'industrialisation et de test. On a de la formation en parallèle parce que pour bien utiliser ces outils, même s'ils sont conçus pour être intuitifs et sur des logiques proches d'Excel, vous aurez besoin néanmoins d'un peu de formation. Et puis j'ai noté également la partie correction des données parce que c'est un cas général, ça revient à chaque fois. Quand on commence à exploiter des données, à faire des reporting, à croiser des données pour faire des choses pour lesquelles elles n'avaient pas été utilisées par le passé, on tombe toujours sur des difficultés. Et même si au sein de votre organisation, chaque entité sait gérer son périmètre, ses processus, à partir du moment où vous croisez des données en provenance de différents systèmes, en provenance de différentes parties de l'organisation, on a toujours des frictions aux interfaces. Et c'est malheureusement dans ces projets de reporting que l'on met en évidence ces difficultés et que l'on doit les résoudre. Alors c'est très vertueux parce que ça amène dans le temps à améliorer la qualité des données et donc du pilotage. Par contre, c'est toujours une difficulté parce qu'on a un système qui est opérationnel et pour autant, on hésite parfois à l'ouvrir à certains utilisateurs de suite parce qu'il y a des choses à corriger. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Là, on est naturellement sur des coûts un petit peu plus importants. Le début, le commando Power BI, on est sur une quinzaine de jours hommes. Alors ça peut être adapté en fonction du périmètre, mais c'est l'ordre de grandeur. Voilà, là, on est sur du plus lourd, mais pour autant, ça reste léger dans le sens où c'est une infrastructure qui est sur le cloud, qui est en service managé, donc on n'a pas besoin de compétences informatiques très élaborées, on n'a pas besoin d'un administrateur, réseau, machine, système, administrateur de base de données. Voilà, c'est ça l'avantage des services managés. On a peu d'investissement en termes de licence ou de machine, c'est beaucoup à l'usage et on peut optimiser l'usage en étant un petit peu malin avec le coût des services managés et le coût des licences.
Donc voilà, tout ça pour dire qu'on sait lancer des choses qui ne coûtent pas les yeux de la tête. Oui, il y a un projet de mise en œuvre. Dans le premier cas, hein, c'est assez léger, ça peut aller très vite. Dans le troisième cas, on est sur un projet de 4-5 mois. Il y a du temps, voilà, pour faire les choses. À partir du moment où on a une base de données qui centralise et qui retraite des données, on a des traitements informatiques, on a des alimentations, on a de la supervision, des logs, on a de la sécurité à mettre en œuvre, on a des choses à tester, donc c'est plus lourd que dans le premier cas de figure. Donc voilà, néanmoins, ça peut s'exécuter pour pas cher du tout. Ce n'est pas un projet de 2 ans. En 1 mois, on peut avoir des choses. En 3 mois, en 5 mois, on peut avoir des choses. Ce n'est pas trop risqué dans le sens où vous pouvez avoir des résultats très rapidement. On l'a vu en mode étude. On peut commencer par répondre à des questions avant d'industrialiser le pilotage. On peut faire un pilotage très rapidement sur une partie du périmètre avant de mettre en place un entrepôt de données. Donc, il y a différentes modalités pour avancer. Tout le monde n'a pas besoin d'un entrepôt de données. La taille et les enjeux de pilotage de votre organisation ne le nécessitent peut-être pas, ou peut-être pas encore. Et il y a différents niveaux d'ambition qui peuvent être donnés. Et puis après, la question de l'intérêt indirect, sur des sujets comme le marketing, oui, on a un intérêt direct qui peut être prouvé très rapidement. Sur pas mal de sujets, le pilotage, ça reste un intérêt indirect. Et on a tous conscience que prendre des meilleures décisions éclairées, ça permet d'être plus efficace, d'avancer dans la bonne direction, de mettre en place la bonne stratégie, de faire les bons choix. La mesure du retour sur investissement, c'est toujours un exercice compliqué, sauf bien sûr quand on prend des décisions très directes, et c'est souvent le cas en marketing, mais dans les autres domaines, production ou organisation, c'est moins visible. Donc voilà ce que l'on peut faire. J'espère que ça vous a intéressé. Alors, quelques recettes sur ces sujets, avancer par étapes. La démarche itérative, ça permet notamment de s'accommoder des problèmes de qualité des données et des découvertes que l'on fait sur les données en cours de route. Ça permet aussi d'apprendre à apprivoiser ces technologies qui sont nouvelles. Si vous partez sur un petit projet, vous avez intérêt à faire appel à des ressources qu'on appelle hybrides, c'est-à-dire qui sont capables de parler à la fois métier, informatique, décisionnel. Ça permet d'avancer très vite, de discuter en atelier avec le métier, d'ajuster les indicateurs, de corriger les données, de creuser en base pour voir pourquoi il y a un problème. C'est nécessaire pour une mission de type commando. Les services managés, ça c'est à la fois les bases de données pour ce qui est des entrepôts de données, mais également les solutions décisionnelles qui sont proposées en services managés, c'est-à-dire qu'avec votre numéro de carte bleue, si vous vous engagez à payer entre 10 et 30 euros par mois par utilisateur, vous avez accès à l'ensemble du service. Il n'y a pas de coût additionnel, pas de coût d'infrastructure. Vous pouvez utiliser les ressources de calcul, de stockage, de réseau. Et c'est très facile, il n'y a pas de besoin d'administration. Voilà, le coût, ça commence, le plus compétitif, c'est 4 euros par mois par utilisateur, mais il y a d'autres solutions. C'est plutôt l'approche low cost que nous, on apprécie beaucoup, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ne sous-estimez pas les besoins de formation et de compétences autour de ces sujets. C'est des nouvelles technologies, c'est des changements dans votre organisation. Si vous mettez en place un système de pilotage alors que vous n'en aviez pas, vous ne fonctionnerez pas de la même façon. Vous gagnerez du temps sur la préparation Excel, mais par contre, il y aura des nouvelles compétences à acquérir. Et voilà, prévoyez les problèmes de qualité des données parce que vous en aurez. Voilà les quelques recettes que je souhaitais vous partager. Donc, dans tous les cas, voilà, merci Jérôme, merci Camille, merci Pierre pour votre intervention. Donc, nous, on a toujours à cœur de mener un nouveau sujet tous les mois. N'hésitez pas à nous remonter vos sujets. Donc, vous pouvez me les envoyer directement, me contacter. Si vous avez un projet, bien entendu que je suis là pour centraliser et vous aider à y répondre avec nos équipes. Et puis, n'hésitez pas également à aller sur notre site web. Vous pouvez retrouver des articles dans notre blog où on parle de tous ces sujets qu'on évoque également à Datapéro de manière un peu plus fournie et puis avec des éléments complémentaires. Voilà, à très bientôt. Au revoir.